Bonjour, aujourd'hui nous allons parler de la caractéristique de l'air. Alors on va s'écarter un tout petit peu de la théorie des groupes, même si on est encore dans le sujet. Il s'agira pour nous en fait d'introduire les outils de base pour étudier les groupes de pavage du plan, ou plutôt les groupes de papier peint du plan. Alors, il s'agira de deux cours et deux épisodes consacrés à autre chose que la théorie des groupes, même si le lien va être très profond. Alors, nous avons déjà vu la caractéristique de l'air. La caractéristique de l'air, c'est en fait une constante pour tout polyèdre convexe en fait, dont le nombre de faces est F, A, le nombre d'arêtes est S, le nombre de sommets. La quantité S moins A plus F est toujours égale à 2. Alors nous allons généraliser un peu cette formule pour des polyèdres qui ne sont pas nécessairement des polyèdres convexes, mais pour ça il faut s'entendre sur la notion de sommet, d'arête et de face. Alors, j'ai adopté le nom de tessellation, même si c'est pas le nom exact, il faudrait parler de polygonisation, ce qui est affreux, ou de présentation par CW complexe, qui est très technique. Mais en fait, il faut remplacer à chaque fois le mot tessellation par CW complexe. En fait, tessellation, c'est plutôt réservé aux décompositions du plan. Mais l'idée est la même. Alors, une tessellation d'une surface sera une partition de la surface en un ensemble de points, qu'on appelle sommets, de chemins qui relient deux points entre eux, deux sommets entre eux, et qui ne se coupent pas, ils ne peuvent se couper qu'en leurs extrémités. Alors ces chemins sont appelés des arêtes. Et puis ces chemins découpent donc des morceaux dans la surface qui sont appelés les faces, et le critère c'est que ces faces peuvent être déformées continuellement en 10-15 sans faire de trous, ni de collage, ni de découpage. Donc il y a une généralisation encore aux dimensions supérieures de ceci, on va s'arrêter en dimension 2, mais aux dimensions supérieures, on peut utiliser ce qu'on appelle des simplexes pour décomposer donc les objets en choses plus en plus compliquées. Alors le 0 simplex c'est un point, le 1 simplex c'est un segment, le 2 simplex si on veut c'est un triangle équilatéral. En général, le fait qu'il soit équilatéral n'est pas très important. Euh, le 3 simplex c'est un tétraèdre plein, le 4 simplex ce serait un hypertétraèdre, etc. Donc à chaque fois on ajoute un point et une dimension. Donc on peut généraliser ça aux dimensions supérieures. Alors pour l'instant on va rester en dimension 2. Alors, tout polyèdre, en fait, est une tessellation de la sphère. C'est pour ça qu'on a ce lien qui va apparaître entre les polyèdres et la caractéristique des polyèdres et la caractéristique des objets comme des surfaces. Alors pourquoi est-ce que c'est une tessellation de la sphère? Tout simplement, quand on souffle dans un polyèdre, qu'on arrondit les faces, on finit par obtenir une sphère. Donc ici, dans le dessin, bien que ce soit très déformé, ce sont quand même des faces, des arêtes et des sommets qui sont considérés sur cette sphère. Et c'est un cube, en l'occurrence, un cube, une décomposition de la sphère en cube. Donc on perd toute la rigidité, tout ce qui nous intéresse, ce sont les objets déformables. Alors, deux points sans arête ne vont pas former une tessellation de la sphère. La pseudoface, si on regarde, si on prend la sphère et qu'on enlève deux points, on ne pourra pas déformer la sphère en disque. On la déformera en un disque avec un trou, donc pas un vrai trou. Donc, dans une tessellation de la sphère, il va toujours exister un chemin d'un sommet à un autre en passant par les arêtes. Et en fait, partout, dans toute tessellation tout court, il y aura toujours un chemin qui va passer entre deux sommets pour éviter les trous dans les faces. Alors pour une tessellation, donc on va définir la caractéristique de l'air comme pour les polygones, donc ce sera le nombre comme pour les polyèdres, ce sera donc le nombre de sommets moins le nombre d'arrêts plus le nombre de faces. Et ce qui se passe, c'est que deux tessellations d'une surface ont toujours la même caractéristique. La raison pour ça, en fait, elle est assez simple. Quand on veut construire, quand on ajoute un polyèdre ou une tessellation, disons qu'on ajoute un sommet, il faut le lier aux autres sommets, donc on ajoute à la fois un sommet et une arête. Là, on n'augmente pas le nombre de faces, puisqu'on s'est juste contenté d'ajouter un sommet au milieu d'une face et de le relier à une autre arête, donc on n'a pas à un autre sommet, donc on n'a pas coupé la face en deux morceaux.
Donc le nombre d'arêtes augmente, mais le nombre de sommets aussi, donc la caractéristique va rester la même. Si par contre on coupe la face en deux, alors à ce moment-là on n'ajoute pas de sommet, on se contente de relier deux sommets qui existent déjà, donc on ajoute une arête et on ajoute une face puisqu'elle est coupée en deux. Donc à nouveau la caractéristique ne change pas. Et finalement si on ajoute un sommet le long d'une arête qui existe déjà, on coupe cette arête en deux, donc on a augmenté le nombre d'arêtes de 1, et le nombre de sommets, il y a un nouveau sommet, il a augmenté de 1 aussi. Donc ça ne change pas non plus la caractéristique. Donc appelons ça des opérations élémentaires sur une tessellation. Et maintenant, si on prend une tessellation, et une tessellation plus fine, c'est-à-dire que tous les sommets dans une tessellation, on a une tessellation T, et T' une tessellation plus fine, tous les sommets de T sont des sommets de T', et toutes les arêtes de T s'obtiennent comme des suites d'arêtes de T', et toutes les faces de T sont des recollements de faces de T'. Donc en gros, c'est un peu comme si on avait pris le découpage de la sphère en cube et qu'on avait découpé chaque face en triangle, par exemple, en morceaux plus petits. Donc en faisant ça, toutes les opérations de T à T' s'obtiennent par les opérations élémentaires. On peut ajouter un sommet au milieu d'une arête, on peut relier deux arêtes entre elles, etc. Donc les caractéristiques ne changent pas. La caractéristique de l'aire de deux tessellations ne va pas changer entre une tessellation et une tessellation plus fine. Et maintenant, si on prend deux tessellations quelconques, on peut en obtenir une qui est plus fine que toutes ces deux-là. C'est-à-dire, on prend les deux tessellations et on regarde leurs points d'intersection entre ces tessellations vont donner des nouveaux sommets, les arêtes vont être coupées en morceaux, les faces aussi, donc on obtient une tessellation plus fine que les deux considérées, et on va pouvoir comparer leurs caractéristiques à celle qui est plus fine que les deux, et on obtient l'égalité. Donc la caractéristique est un invariant pour les tessellations. Et ça ne dépend pas de la tessellation elle-même, ça ne dépend que de la surface. Par exemple, la caractéristique de la sphère est 2, on a vu le cube. Le cube a une caractéristique 2, et donc la sphère, puisqu'elle peut être décomposée en cubes, est caractéristique 2. De même, le plan auquel on ajoute un point à l'infini, ça porte un nom, ça porte le nom de compactifié d'Alexandrov du plan. C'est en fait une déformation de la sphère. On prend le plan et on ajoute un point à l'infini, c'est en fait une sphère. Et la caractéristique donc du compactifié d'Alexandrov, c'est 2. Mais si on supprime le point à l'infini, par exemple, la caractéristique si on supprime le point à l'infini, on ne peut pas prendre la face extérieure d'une tessellation du compactifié d'Alexandrov, donc on obtient juste un disque et il lui manque une face, donc à ce moment-là, la caractéristique diminue de 1, et donc 2 moins 1, ça fait 1. Donc la caractéristique de l'aire d'un disque est 1. Alors, comment on peut construire, disons, on va construire des surfaces, leur faire des opérations normalement interdites à la topologie, mais on va faire de la chirurgie sur ces surfaces, et voir comment ça modifie la caractéristique de l'aire. Alors pour ça, il faut juste d'abord s'entendre sur ce qu'est un chemin. Un chemin dans une tessellation, c'est une suite alternée de sommets et d'arêtes. On passe d'un sommet à un autre en suivant une arête qui les relie. Un chemin est fermé si en fait on revient au point de départ, si le premier et le dernier sommet sont égaux, et on parle de cycle quand en fait chaque sommet n'apparaît qu'une seule fois à l'exception du premier et dernier, donc on ne repasse pas deux fois au même endroit, sauf bien sûr revenir au point de départ. Donc un trou dans une surface, c'est un cycle qui est contenu dans le bord de cette surface. Ça c'est la notion de trou, disons. Alors, quand on pratique un trou dans une surface, en fait, on diminue la caractéristique de 1. En effet, on peut compléter une tessellation quelconque de la surface trouée en une tessellation de la surface d'origine, simplement en ajoutant la face qui manque. Donc, en ajoutant une face, on augmente la caractéristique de 1, donc en supprimant une face, on diminue la caractéristique de 1. Ça, c'est une première opération de chirurgie. Faire un trou dans une surface diminue sa caractéristique de 1. Et maintenant, autre propriété extrêmement facile, si on prend deux surfaces disjointes, la caractéristique, ça va être la somme de leurs caractéristiques, ça ne change pas. Ça, il n'y a pas de problème de ce point de vue-là.
Maintenant, si on prend deux surfaces qui possèdent un trou chacun, on peut en fait attacher ces deux surfaces ensemble. Enfin non, pardon, si on prend une surface possédant deux trous, pardon, on peut attacher un cylindre au bout de ces deux trous, donc on va recoudre les deux trous l'un contre l'autre, et à ce moment-là, on n'aura pas de modification de la caractéristique. En effet, le pont ajouté qu'on va ajouter va être un cylindre, c'est donc des faces qui sont séparées entre elles par des arêtes, mais il y a autant de faces que d'arêtes. Un corollaire de ça, c'est que lorsqu'on recolle deux surfaces quelconques, par des trous qu'elles possèdent, on ne va pas modifier la caractéristique en les rattachant. Pourquoi? On prend deux surfaces trouées déjà. La caractéristique de leur réunion disjointe, c'est la même, c'est leur somme. Et la caractéristique maintenant en rebouchant les trous, en recousant les plaies, eh bien ça va être la somme des deux aussi, ça ne va pas varier. Donc en particulier, on a ce qu'on appelle la somme connexe. Alors la somme connexe, c'est un peu différent. Disons, on prend deux surfaces et là, dans chacune d'elles, on pratique effectivement des trous. Un trou dans chacune. Et ensuite, on recoue les deux surfaces ensemble le long des bords de ces trous qu'on vient de pratiquer. Donc le fait de pratiquer des trous diminue la caractéristique de 1 pour chacune d'elles. Et ensuite, le fait de les relier par un pont ne va pas changer la caractéristique. Donc la caractéristique de la somme connexe, c'est la somme des caractéristiques moins 2. Au bilan, donc c'est exactement ceci. Bien, maintenant qu'on a vu comment faire de la chirurgie des surfaces, on va faire une chirurgie un peu particulière. En fait, on va considérer des patrons. Alors les patrons, c'est exactement ce qu'on connaît sur les patrons. Le patron du cube, c'est un développement du cube. Et en fait, on va considérer des patrons très simples. Un patron, c'est un polygone dont on peut recoller deux à deux des côtés pour former une surface. Et les arêtes à recoller ensemble sont indiquées par des flèches de même couleur et avec un même nombre de flèches. Et il faut faire attention à recoller les flèches dans le même sens. Alors, on peut généraliser un tout petit peu ça en ajoutant encore une notion d'arête double. Les arêtes doubles, c'est juste une façon de présenter les choses sans trop écraser le dessin. C'est-à-dire une arête double, c'est qui relierait deux sommets, ça veut dire l'arête n'existe pas et deux sommets sont le même sommet. Donc on identifie, en fait, on contracte ces arêtes. Donc voilà quelques exemples. Le disque ici, alors il n'y a rien à contracter, chaque sommet est unique, et la caractéristique est bien celle du disque, il y a une face, 4 arêtes, 4 sommets. Pour la sphère, on peut l'obtenir par exemple en identifiant ces deux sommets, ces deux ici, donc ça nous donnerait une espèce de bièdre, dièdre, c'est-à-dire un polygone à deux côtés, et on recolle ces deux côtés ensemble, ça nous donne à nouveau la sphère. On peut voir pour le disque aussi, on peut faire, si on n'identifie pas ces deux sommets-là, on met simplement un bord à la sphère, donc ça nous fait un disque. Et si on contracte tous les points, ça va aussi nous donner la sphère. Donc il y a plusieurs façons de présenter les mêmes objets. Plus intéressant, cette fois, un cylindre. Alors un cylindre, simplement on identifie deux côtés d'arête, donc on prend une feuille de papier et on colle deux bords entre eux. Si on les colle pas dans le bon sens, enfin si on les colle dans un sens opposé ici, cette fois on obtient un ruban de Möbius, c'est quelque chose qui est souvent montré à l'école au tout petit. On prend un ruban, on colle les deux bords en ayant pris soin de faire un demi-tour et on obtient un ruban de Möbius. Ok, on peut ensuite, donc à partir de ces exemples, continuer un petit peu. Donc si on prend un cylindre et qu'on recolle les deux bords encore libres du cylindre, on obtient un tore, c'est-à-dire une chambre à air. Donc le tore, c'est typiquement, ce développement-là, c'est aussi, disons, l'espace dans lequel vit Pac-Man. Si vous jouez à Pac-Man, vous savez que en descendant ici, on revient depuis le haut, en sortant à droite, on revient depuis la gauche, etc. Donc ça, c'est l'espace du tore. La bouteille de Klein, qui est aussi connue, peut s'obtenir à la fois en recollant un cylindre ou un ruban de Möbius. Ce qu'il faut, c'est recoller les deux bords par exemple pour le ruban de Möbius,
on sait qu'il n'y a qu'un seul bord, mais en fait, ce bord peut être constitué de deux morceaux. On recolle le bord sur lui-même dans le bon sens, ou pour le cylindre, on recolle les deux bords à l'envers. Donc ce qui nous donne la bouteille de Klein, cette fameuse bouteille qui n'a qu'un seul côté, mais qui n'existe pas dans l'espace, hein, elle n'existe qu'en 4 dimensions, et ce qu'on voit généralement dans l'espace, c'est une projection de cet objet. Et dernier objet qu'on peut obtenir facilement, ici aussi avec un rectangle, c'est le plan projectif. Et le plan projectif, il s'agit en fait de recoudre en fait 2 fois à l'envers. Donc c'est un ruban de Möbius où on recoud 2 fois encore à l'envers cela. C'est aussi, on peut partager la bouteille de Klein pour obtenir des plans projectifs, hein, ça c'est possible. Mais disons, le plan projectif, on peut le voir de plusieurs façons, hein, c'est un peu dur à imaginer, mais disons, c'est l'espace dans lequel on fait vraiment de la perspective. Hein. Si on regarde des lignes droites qui vont à l'infini, on dit ben, elles se coupent en un point à l'infini. Donc on rajoute toute une droite de points à l'infini. Maintenant, si on aimerait bien avoir un théorème vrai, disons qu'une propriété intéressante, ce serait que deux droites quelconques, non confondues, hein, se coupent toujours en un et un seul point dans le plan projectif. Du coup, il faut identifier les points qui sont diamétralement opposés. Donc vous pouvez voir ça, disons, comme un disque ou une demi-sphère, aussi, ça revient au même, un disque et demi-sphère, c'est la même chose, dont le bord, en fait, sur le bord, on identifie les points qui sont diamétralement opposés. Et ça, c'est le plan projectif, et c'est la brique élémentaire de tout ce qui n'est pas orientable. Alors, un patron possède toujours une face n sommets et n arêtes, hein, c'est un polygone. Maintenant, en recollant les patrons, certains sommets sont identifiés comme étant un seul sommet. Donc quand on veut calculer la caractéristique, il faut mettre un poids au sommet. Et dire, ah ben non, ces sommets sont identiques, il n'y a qu'un sommet du patron qui représente en fait un seul sommet, donc on divise la contribution de chaque sommet par le k. Et de même, les arêtes de même les arêtes en fait sont là c'est un demi, excusez-moi. Donc quand une arête présente oubliez ça, mais non, c'est juste, mais ne vous inquiétez pas. Donc si on a des arêtes qui représentent une seule et même arête, à elles aussi, on va diminuer leur contribution. Et les arêtes qui sont contractées, elles sont de poids nul, elles n'existent pas. Alors en général, on commence toujours par les contracter, c'est plus simple, et on va essayer d'identifier tous les sommets qui ont en fait tous les sommets en fait qui représentent le seul et même sommet. Alors pour ça, on regarde quelles arêtes sont contractées ou sont recollées. Donc on détermine les sommets identiques et les arêtes recollées entre elles deux par deux ont toutes un poids 1,5. Alors par exemple, voici différents patrons, donc on les reconnaît, on vient de croiser le tore et si on compte ce sommet-là à cause du recollement bleu, ce sommet est le même que celui-ci, à cause du recollement rouge, ces deux sommets sont identiques, de même que ces deux-ci. Donc ici, il n'y a qu'un seul sommet, ou si on veut, les 4 sommets sont de point 1/4. Il y a des arêtes, les 4 arêtes sont de point 1,5, et il y a une seule face, et on retrouve, en calculant la caractéristique 0, qui est la caractéristique du tore. De même pour le ruban de Möbius, caractéristique 0 pour la sphère. Les sommets sont tous de poids 1/4, il n'y a qu'un seul sommet. Les arêtes contractées, elles, sont de poids 0, et il y a une face, donc on trouve la caractéristique 2. Même chose, on peut faire aussi le calcul pour le plan projectif. Quand on suit comment il est recollé, donc on trouve la caractéristique 1. Pour la bouteille de Klein, c'est la caractéristique 0. Et puis pour cet objet-là, hein, qui est plus un hexagone, mais en fait qui est exactement la bouteille de Klein, la bouteille de Klein en fait, mais présentée différemment, ben, on trouve que ces 4 sommets en fait représentent un seul sommet, et ces deux sommets ici représentent un seul sommet aussi. Et si on recalcule la caractéristique, on trouve aussi 0 comme ce qu'on avait obtenu tout à l'heure pour la bouteille de Klein. Et finalement, cet octogone ici, avec ce recollement là, si on fait le calcul, hein,
on s'aperçoit que tous les sommets sont identiques. Ces deux sommets sont, par le recollement rouge, ces deux sommets sont identiques. Par le recollement bleu, ces deux sommets sont identiques. Par le recollement, on a fait quoi? Le rouge, bleu. Donc ça, c'est la même chose que celui-ci. Celui-ci, par exemple, c'est la même chose que celui-ci. On peut utiliser, c'est la même chose que celui-ci par le recollement jaune, c'est la même chose que celui-ci par le recollement vert, c'est la même chose que celui-ci, etc. Enfin, si on suit les recollements des arêtes, pour finir, on s'aperçoit qu'il n'y a qu'un seul sommet, donc de poids 1/8. Toutes les arêtes sont de poids 1,5, et il y a une seule face, et on trouve la caractéristique -2. Et en fait, ceci, c'est le double tore, c'est le tore à deux trous. Alors, parlons d'orientation et de genre d'une surface. Il y a donc des surfaces qui sont orientables et d'autres non. L'orientation, c'est le propre par exemple de la sphère ou du tore. Le tore est orienté, la sphère est orientée. Alors, orientable, ça veut dire que si on prend une surface et qu'on promène un repère le long de cette surface, quel que soit le chemin, on finit par retomber sur un repère qui est essentiellement le même. Il y a peut-être une petite rotation, mais c'est tout. Il n'y a pas eu de symétrie. Dans le cas d'une surface présentée par un patron, les changements ont lieu là où on traverse les arêtes. Alors ce qui se passe, c'est que si le repère arrive vers une arête dans un sens, il doit suivre le sens de cette arête quand on la recolle. Donc si par exemple les deux flèches des arêtes sont dans un sens opposé, le repère va changer de sens et du coup il ne sera plus superposable. Donc le ruban de Möbius et la bouteille de Klein et le plan projectif ne sont pas des surfaces orientables. Et une surface orientable, du coup, ne peut être une somme connexe que de surfaces orientables, c'est-à-dire toutes les façons de présenter cette surface comme une somme connexe ne va faire intervenir que des surfaces orientables. Sinon, il suffit de parcourir un chemin dans la partie non orientable et ce n'est pas orienté. Maintenant, le genre d'une surface connexe, donc d'une surface en un seul morceau, c'est le nombre maximal de chemins fermés que l'on peut, qui ne se coupent pas, que l'on peut dessiner sur cette surface ou découper dans cette surface tout en la laissant connexe, c'est-à-dire en la laissant en un seul morceau. Alors le plan et le disque sont de genre 0, si on fait un trou dans le disque, on va avoir deux morceaux, ou dans le plan aussi, c'est ce qu'on appelle le théorème de Jordan du plan. Et c'est la même chose pour la sphère, parce que boucher ou recoller un trou ne va pas modifier ce genre. Donc la sphère aussi est de genre 0, c'est le théorème de Jordan pour la sphère. Le tore, par contre, est de genre 1. Il est tout à fait possible de découper le tore en deux morceaux, et on obtient à ce moment-là un disque troué ou un cylindre. Donc un disque troué, donc on obtient un objet de genre nul. Chaque fois qu'on fait une découpe, on obtient une surface de genre inférieur, avec le genre diminué de 1. Donc en coupant le tore, on obtient du genre nul, on ne peut pas aller plus loin. Et la somme connexe une propriété, donc on va pouvoir utiliser le genre, et pour cela, on peut calculer le genre à l'aide des patrons. Et pour ça, il faut juste remarquer que la somme connexe de deux patrons, c'est aussi un patron. Alors, on prend deux surfaces quelconques, on perfore un trou dans chacune d'elles, on va faire une petite coupe afin d'obtenir l'extrémité ici. On va recoller les deux surfaces le long du bord rouge, et il suffira ensuite de recoller les bords bleus et les bords verts entre eux pour obtenir le patron. Donc ça, ce sont des patrons au départ, quelle que soit la complexité de ce qui se passe autour. On perfore les trous, on fait une coupure dans chacune d'elles pour pouvoir recoller les parties rouges, et les parties qui ont été découpées, on indique qu'on doit les recoller maintenant. Donc ça, c'est un patron de la somme connexe. Et du coup, pour la somme connexe de deux surfaces, le genre, c'est simplement la somme des genres des deux surfaces de départ. Donc maintenant, on va considérer une surface, et s'il existe un chemin qui la découpe en deux parties, alors elle est la somme connexe de ces deux parties dont on a bouché le trou. Ça nous permet en fait de s'apercevoir que toute surface orientable est de genre G, c'est la somme connexe de G tore. On
pourra toujours découper en plus petit jusqu'à ce qu'on tombe sur une surface de genre 1, et une surface de genre 1, c'est un tore. Alors bien sûr, il y a les surfaces de genre 0 qui sont les sphères, mais ajouter une somme connexe de sphères ne change rien. La sphère est triviale. La sphère, si on veut, c'est l'élément neutre de la somme connexe. Et on obtient donc cette propriété que la caractéristique de la surface, c'est en fait 2 fois 1 moins le genre. Donc pourquoi est-ce que la caractéristique de la sphère c'est 2? Parce que le genre de la sphère c'est 0. Pourquoi la caractéristique du tore c'est 0? Parce que le genre du tore c'est 1, etc. Donc le double tore le double tore, qui est une somme connexe donc de 2 tores, qui est de genre 2, sera de caractéristique moins 2. Alors, la caractéristique est liée à une propriété géométrique qui est le défaut angulaire. Alors, le défaut angulaire, c'est quelque chose d'assez intéressant. On prend un polyèdre quelconque et on regarde dans chaque sommet de ce polyèdre le défaut angulaire, c'est-à-dire ce qui manque en fait pour pouvoir aplatir autour du sommet les faces. Alors, c'est 2π, qui est le tour complet, moins la somme des angles autour du sommet. Alors parfois, le défaut angulaire est négatif, si par contre, s'il y a trop de faces, s'il y a trop d'angles, on ne peut pas les aplatir parce qu'il y en a trop. Alors à ce moment-là, c'est non convexe. Alors par exemple, le défaut du cube, le défaut d'un sommet du cube, c'est π sur 2, parce qu'il y a 3 faces d'angle π sur 2 qui se rencontrent en un sommet, donc ça fait 2π moins 3π sur 2, ce qui fait π sur 2. Et le défaut angulaire total du cube, c'est la somme de tous les défauts angulaires de tous les sommets, ça fait 4π. Et il y a un théorème extraordinaire qui est dû à Descartes. Le défaut angulaire total d'un polyèdre, c'est simplement 2π fois sa caractéristique. Donc c'est une des preuves assez facile, on prend en fait, les sommets, les arêtes et les faces de ce polyèdre, et pour chaque face, notons NF, le nombre de sommets et d'arêtes de cette face, c'est un polygone, et on peut maintenant considérer le défaut angulaire de chaque sommet. On va noter ça TS. La somme des angles d'un polygone à n côtés, c'est n-2 fois π. Il suffit de décomposer en triangle, on sait que la somme des angles d'un polygone, c'est n-2 fois π. Pour chaque arête commune à deux faces, en plus, la somme du nombre, pour chaque arête étant commune à deux faces, la somme du nombre total d'arêtes pour chaque face, ça donnera 2 fois le nombre d'arêtes, parce qu'on a utilisé 2 fois chaque arête. Et maintenant, le défaut angulaire total, c'est-à-dire la somme de tous les défauts angulaires de tous les sommets. C'est la somme sur tous les sommets de 2π moins la somme des angles autour du sommet, c'est la définition. On peut casser ça en deux sommes, 2π fois 2πs qui est simplement, on a additionné 2π pour chaque sommet, donc ça fait 2πs, puis il nous manque là, on soustrait ici la somme des angles autour de chaque sommet pour tous les sommets. Et chaque angle n'est là que pour un seul sommet, donc en fait on a 2πs moins la somme de tous les angles du polyèdre. On va pouvoir maintenant filtrer ça par rapport à chaque face, donc on fait 2πs moins la somme sur chaque face de la somme des angles de la face. On a la formule ici, c'est n-2 fois π, donc ça nous fait 2πs moins la somme sur toutes les faces de nf-2 fois π. On peut maintenant décomposer ça en deux sommes, ça fait 2πs moins π, somme sur toutes les faces de nf, plus 2π fois le nombre de faces. Mais ça, c'est le nombre 2 fois le nombre d'arêtes, donc ça nous fait 2πs moins 2πa plus 2πf, c'est-à-dire 2π fois la caractéristique d'Euler. Alors c'est assez surprenant en fait que ce défaut angulaire soit lié comme ça à la caractéristique. Donc on peut le calculer pour un tétraèdre, pour un octaèdre, pour un dodécaèdre, pour un icosaèdre, on trouvera toujours 4π. En fait, le défaut angulaire d'un polyèdre ne dépend que de la surface dont il est une forme de tessellation, ça ne dépend que de sa caractéristique. Comme tous les polyèdres réguliers sont des tessellations entre guillemets de la sphère, on a toujours 4π. Alors pour le tore, du coup, on peut prendre cette surface, c'est un polyèdre, qui est en fait une sorte de tore, rendu un peu carré,
Et on peut compter, il y a 8 sommets qui ressemblent à ceux du cube, et 8 sommets qui, eux, ont une courbure négative, un défaut angulaire ici négatif, c'est-à-dire il y a une face qui représente 3 droits et 2 faces qui représentent un droit. Donc au total, quand on fait le calcul, on tombe sur le défaut angulaire égal à 0, c'est-à-dire 2π fois 0, 2π fois la caractéristique du tore. Voilà pour la caractéristique, le genre. On a vu déjà énormément de choses, des choses très belles qui vont bientôt nous ramener à la théorie des groupes. Je vais juste faire un épisode, disons, indicatif, sans vraiment des démonstrations, mais juste un épisode sur l'intuition sur la courbure de Gauss. Parce que la courbure de Gauss, c'est vraiment la même chose. Ce qu'on vient de voir s'applique aussi à des surfaces lisses, pas seulement à des polyèdres. Tout va s'appliquer de façon un peu plus générale. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, à bientôt.